Je tourne à droite sur le parking. Je vérifie l'angle mort de droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je dépasse un cycliste qui circule sur le trottoir, ou plus exactement sur une bande cyclable aménagée sur le trottoir. Au moment de tourner, il est derrière moi, mais il va me rattraper avant que je tourne. Il risque d'être dans mon angle mort, côté droit. Je dois le vérifier. Comme il ne rencontre aucun cédé le passage, c'est à moi de le laisser passer. Réponse A et C. Pour obtenir le permis, un examen médical est obligatoire. Si j'ai de gros problèmes de vue, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je suis dépendant d'une drogue, oui, réponse C. Non, réponse D. Il existe plusieurs cas entraînant une visite médicale obligatoire pour obtenir le permis de conduire. L'examen doit être réalisé par un médecin agréé, donc pas chez son médecin traitant habituel. Parmi ces pathologies, on peut citer notamment les problèmes de vue importants, la dépendance aux drogues, un diabète grave, les crises d'épilepsie, certains problèmes cardiaques, les troubles de l'équilibre. Réponse A et C. Je circule sur l'autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La vitesse est limitée à 130 km/h. Ce seul indice me permet de confirmer que je circule bien sur l'autoroute. En effet, c'est le seul réseau où la vitesse peut être limitée à 130 km/h. Si je n'étais pas sur l'autoroute, la vitesse serait limitée à 110 km/h, puisque les deux sens de circulation sont séparés par un terre-plein central. Réponse A. J'ai suivi une formation en conduite supervisée. Ma période de permis probatoire sera de 6 mois, réponse A. 1 an, réponse B. 2 ans, réponse C. 3 ans, réponse D. Que je fasse un apprentissage classique ou en conduite supervisée, la période de permis probatoire est la même, elle dure 3 ans. Pour rappel, les conditions pour conduire avec un accompagnateur en conduite supervisée sont avoir 18 ans au moins, avoir obtenu son code, voire effectuer au moins 20 heures de conduite en auto-école et atteint un niveau pratique suffisant, évalué par le moniteur, obtenir l'accord de l'assureur et ne conduire qu'avec un accompagnateur ayant au moins 5 ans d'expérience de la conduite, et n'ayant jamais été condamné pour une infraction grave au volant. Réponse D. Je me suis trompé de direction. Il est trop tard pour revenir à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je devrais désormais prendre l'autoroute. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il est en effet trop tard pour changer de direction. Il y a 2 raisons à cela. Je suis trop près de la ligne continue séparant les deux directions, en changeant de voie immédiatement, je devrais donner un coup de volant qui pourrait déséquilibrer ma voiture, et malgré cela, je risque de franchir la ligne continue, des véhicules circulent dans la voie de droite, visibles dans mon rétroviseur, or je dois les laisser passer. Je vais donc continuer tout droit. Mais je n'entre pas immédiatement sur l'autoroute comme l'indiquent les panneaux verts. Je me dirige vers une autoroute, mais j'aurai l'occasion de sortir avant de l'atteindre. Réponse A et D.
Pour faire l'appoint, je peux utiliser n'importe quel liquide de frein vendu dans le commerce. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il existe plusieurs normes de liquide de frein, repérées par la mention DOT, DOT 3, DOT 4. Comme pour les huiles, il faut utiliser un liquide de frein prévu pour le véhicule. D'autre part, tous les liquides de frein ne peuvent pas se mélanger entre eux. Pour savoir lequel utiliser si je dois faire l'appoint, je dois me référer à la notice de ma voiture ou faire confiance à un garagiste. Mais attention, il n'est pas normal de devoir ajouter du liquide de frein. L'avis d'un garagiste est peut-être préférable concernant la cause de la baisse de niveau. Réponse B. Lorsque j'utilise le GPS pour me guider, il est préférable de désactiver la voix afin de rester plus concentré. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regarder l'écran du GPS est une source de distraction. Cela oblige à quitter la route des yeux fréquemment et parfois plusieurs secondes. Ce qui augmente le risque d'être surpris. Alors au contraire, il vaut mieux privilégier le guidage vocal, qui souvent suffit et limite la fréquence et la durée des coups d'œil vers l'écran du GPS. Réponse B. La vignette critère peut dépendre de la date d'immatriculation de ma voiture, réponse A, du carburant nécessaire à son fonctionnement, réponse B, du résultat de son dernier contrôle antipollution, réponse C. La vignette CRITR d'un véhicule dépend, du type de véhicule, voiture, moto, poids lourd, de sa date de première mise en circulation, donc de sa date d'immatriculation, et du carburant qui lui est nécessaire pour fonctionner. Aucun autre critère n'est pris en compte, pas même un test de pollution. Réponse A et B. Je ralentis et je me prépare à m'arrêter. Réponse A, je passe sans ralentir. Réponse B, je klaxonne et je passe. Réponse C. Quelles sont les intentions du piéton arrêté sur la chaussée? Difficile à dire, il semble absorbé par son téléphone. Mais s'il est là, c'est sans doute qu'il s'apprêtait à traverser avant que son attention soit détournée. Pas question de klaxonner ici, il n'y a pas de réel danger, juste une interrogation. Mais pas question non plus de passer comme si de rien n'était. Je dois donc ralentir et me préparer à m'arrêter. Ce piéton peut se remettre à marcher sans quitter son téléphone des yeux. Réponse A. De nuit, les feux d'angle sont actifs. En ligne droite, réponse A. Dans les virages, réponse B. Quelle que soit la vitesse, réponse C. Les feux d'angle sont situés à l'avant du véhicule. La nuit, ils éclairent l'intérieur des virages et des intersections, en élargissant le faisceau lumineux du côté où l'on tourne. Ils s'allument automatiquement en cas d'action sur le volant ou d'utilisation des clignotants. Cependant, ils ne s'allument que jusqu'à 40 km/h. En effet, à partir de cette vitesse, il n'est plus possible de prendre un virage serré, et leur portée serait de toute façon insuffisante. D'où l'importance de bien ralentir avant un virage afin qu'ils puissent s'allumer, et ainsi bénéficier d'une bonne visibilité. Réponse B. La vigilance du conducteur est au plus bas. Entre 1 heure et 3 heures, réponse A. Entre 8 heures et 10 heures, réponse B. Entre 14 heures et 16 heures, réponse C. Entre 19 heures et 21 heures,
Réponse D. La vigilance n'est pas la même selon les heures de la journée. C'est notre horloge biologique qui en est la cause, et on ne peut rien y faire. Par exemple, la vigilance baisse nettement en début d'après-midi, entre 14 h et 16 h. Ce n'est pas nécessairement lié à la digestion, un repas trop lourd accentue cette baisse, mais je le subirai même si je n'ai pas déjeuné. Réponse C. Je vais à gauche. Je cède le passage à la voiture noire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tourne à gauche. La voiture arrivant de droite ne rencontre ni stop, ni céder le passage. En effet, il n'y a ni panneau ni marquage au sol indiquant un ordre de passage. C'est donc la priorité à droite qui s'applique. Je dois laisser passer la voiture noire, même si celle-ci tourne à gauche. Réponse A. Ce voyant indique que la batterie est déchargée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si ce voyant reste allumé, c'est qu'il y a un problème. Un problème grave puisqu'il s'agit d'un voyant rouge. Ici, il indique que la batterie ne se recharge plus, et non pas qu'elle est déchargée, il lui reste peut-être encore du courant, et tout peut sembler fonctionner normalement. Si je pars ou que je continue mon trajet, je prends le risque que le moteur de ma voiture s'arrête sans prévenir, donc n'importe où, dans une intersection, au cours d'un dépassement. Je n'ai donc pas d'autre choix que de m'arrêter en sécurité dès que possible si je suis en circulation, et de faire venir une dépanneuse. Réponse B. Cette balise signale un virage, réponse A. Une intersection, réponse B. Un obstacle proche de la chaussée, réponse C. Un passage à niveau, réponse D. La balise comportant deux bandes obliques rouges annonce un passage à niveau. Deux bandes signifient qu'il se trouve à 100 mètres environ, 150 mètres égale 3 bandes, 50 mètres égale 1 bande. Il est temps que je ralentisse afin d'être prêt à m'arrêter, mais aussi pour passer les rails sans être trop secoué. Un virage, une intersection ou un obstacle proche de la chaussée peuvent aussi être indiqués par des balises, mais jamais celle-ci. Réponse D. Avec le seul permis B, obtenu depuis moins de 2 ans, je peux tracter une remorque de plus de 750 kg. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Conduire un deux roues de 125 cm3. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le permis B suffit pour tracter toute remorque jusqu'à 750 kg de PTAC, et ce dès l'obtention du permis. Il suffit aussi pour tracter une remorque de plus de 750 kg si la somme des PT.A.C. de la voiture et de la remorque ne dépasse pas 3500 kg. En revanche, pour piloter une moto de 125 cm3, il faut posséder le permis B depuis au moins 2 ans et avoir suivi une formation de 7 heures. Réponse A et D. Le développement de l'autopartage limiterait les problèmes liés au stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si l'autopartage était plus répandu en ville, cela réduirait le nombre de voitures,
qui la plupart du temps ne roulent pas, et donc qui encombrent les parkings et les places de stationnement. En effet, après avoir été utilisée par une personne, une voiture réservée à l'autopartage peut repartir aussitôt avec un autre conducteur abonné à ce service. En libérant ces emplacements de stationnement, il y aurait moins de voitures qui tournent en rond à chercher une place pour se garer, et qui pendant ce temps, polluent et gênent la circulation. Réponse A. Conduire avec une alcoolémie de 0,30 mg par litre d'air expiré est autorisé. Réponse A. Une infraction. Réponse B. Un délit. Réponse C. Attention de ne pas mélanger les taux d'alcool dans le sang et dans l'air expiré. 0,30 mg d'alcool par litre d'air expiré, cela correspond à 0,60 g d'alcool par litre de sang, on multiplie par 2, et on remplace les milligrammes par des grammes. 0,30 mg d'alcool par litre d'air expiré est donc au-delà du seuil autorisé de 0,25 mg, égale 0,50 g d'alcool par litre de sang. Le conducteur est en infraction, mais ce n'est pas un délit. Le délit commence à partir de 0,40 mg au litre d'air, soit 0,80 g au litre de sang. Réponse B. En écoutant cette fréquence, je pourrais être informé en temps réel. Des bouchons? Oui, réponse A. Non, réponse B. De la météo? Oui, réponse C. Non, réponse D. Les sociétés d'autoroutes ont toute une station de radio proposant des programmes généralistes entrecoupés d'informations routières, travaux, météo sur le réseau, trafic ou accidents. Régulièrement, ou dès qu'un événement se produit, un flash info est diffusé. La fréquence de ces radios est généralement 107,7 MHz sur tout le réseau autoroutier. Réponse A et C. En cas de croisement difficile, c'est à moi de faciliter le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je vais rencontrer un engin de déneigement. Il est en action comme l'indiquent ces feux bleus qui fonctionnent. Je lui facilite le passage. C'est-à-dire que je serre à droite, et je m'arrête pour plusieurs raisons. Déjà, pour ne pas le gêner dans sa mission. Ensuite, parce qu'il déplace beaucoup de neige et qu'avec ma vitesse, cela peut créer un choc contre ma voiture, au risque que je perde le contrôle, la route est glissante. Réponse A. À la prochaine aire de repos, je trouverai du carburant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Des toilettes? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur l'autoroute. C'est la couleur bleue du panneau qui me le confirme. Celui-ci indique une aire de service, équipée notamment d'un téléphone public, mais il n'indique pas de toilette. Cependant, sur l'autoroute, il n'est pas obligatoire de mentionner qu'une aire en est équipée pour une raison toute simple, toutes les aires de repos et de service sont pourvues de toilettes. Inutile donc d'attendre la prochaine si besoin. Réponse B et C. Je viens de mettre le moteur en marche et ce voyant reste allumé. Il peut indiquer que l'un des pneus a une pression insuffisante. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que l'un des pneus est trop usé. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Il n'existe pas de voyant pour indiquer l'usure des pneus. En effet, il est facile de contrôler cette usure directement sur le pneu lui-même, à l'aide des témoins répartis dans les sculptures principales de la bande de roulement. Ce voyant indique qu'au moins un pneu n'est pas suffisamment gonflé, voire totalement à plat. Je dois aller immédiatement vérifier, hors de question de partir dans ces conditions. Si le pneu est totalement à plat, je n'ai pas d'autre choix que de le remplacer immédiatement par la roue de secours. Si le pneu n'est pas totalement à plat mais que j'ai vérifié la pression des pneus dernièrement, c'est-à-dire il y a moins de 1 mois, c'est qu'il est percé, je dois donc le faire réparer, et monter la roue de secours immédiatement là encore. Sinon, si le pneu le permet, s'il n'est pas trop à plat, je roule à allure réduite jusqu'à la station de gonflage la plus proche. J'ajusterai la pression et je la surveillerai très régulièrement pour m'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Réponse A et D. Passager de la voiture, je me rends compte que le conducteur ne respecte pas les limitations de vitesse. Je ne lui dis rien pour ne pas l'énerver. Réponse A. Je lui fais remarquer et je lui demande de les respecter. Réponse B. Si le conducteur ne respecte pas les limitations de vitesse, ou les intervalles de sécurité, qu'il prend des risques, il se met en danger ainsi que ses passagers et les autres usagers. Il est de mon devoir de le lui faire remarquer. Même s'il le prend mal, il réfléchira, surtout si un autre passager lui dit la même chose, cela aura une action positive sur sa façon de conduire. Réponse B. Je peux dépasser ce camion dans la situation. Numéro 1, oui. Réponse A, non. Réponse B. Numéro 2, oui. Réponse C, non. Réponse D. Entre ces deux situations, les panneaux interdisant les dépassements sont différents. Dans le cas numéro 1, le véhicule qui dépasse est représenté par un camion. Il interdit de dépasser, mais il ne s'adresse qu'aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Il ne me concerne donc pas, je suis autorisé à dépasser ce camion. Dans le cas numéro 2, le symbole du véhicule qui dépasse est représenté par une voiture. Ce panneau s'adresse à tous les véhicules à moteur. Je ne peux pas dépasser ce camion. Réponse A et D. Un siège enfant comportant cette étiquette peut s'installer. À l'avant, oui. Réponse A. Non. Réponse B. À l'arrière, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les sièges enfants dont le poids commence à 0 à 9 kg ou 0 à 13 kg sont destinés à être placés dos à la route uniquement. Ils permettent un meilleur maintien de la tête en cas de freinage brusque et surtout en cas de choc. Ils peuvent être installés à l'avant, à condition de désactiver l'airbag passager, ce qui n'est pas toujours possible, mais il est toujours préférable de les installer à l'arrière. Réponse A et C. La vitesse est limitée à 80 km à l'heure. Réponse A. 90 km à l'heure. Réponse B. 100 km à l'heure. Réponse C. 110 km à l'heure. Réponse D. Je circule sur une chaussée à double sens. Une ligne continue n'étant pas suffisante pour constituer une chaussée à sens unique. Dans mon sens de circulation, il n'y a qu'une seule voie. Aussi, la vitesse est limitée à 80 km/h, par temps sec comme lorsqu'il pleut, que je sois en période probatoire ou non. Réponse A. Conduire si on a consommé des stupéfiants peut être sanctionné par une peine de prison. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une annulation de permis. Oui.
Réponse C. Non. Réponse D. Conduire alors que l'on a consommé des stupéfiants est très grave. On prend de gros risques d'avoir un accident, et on met en danger les autres usagers. Les sanctions sont donc très sévères. Ce sont les mêmes sanctions qu'en cas de conduite avec une alcoolémie qui atteint ou dépasse 0,8 g d'alcool par litre de sang, ce qui est un délit. À savoir une peine d'emprisonnement et une annulation de permis, entre autres. Réponse A et C. En tendant la jambe, ce motard me remercie de lui avoir facilité son dépassement. Réponse A. Me fait comprendre que je n'ai pas suffisamment serré à droite. Réponse B. J'ai serré à droite pour aider le motard à me dépasser sans franchir la ligne continue. Le motard ne peut pas me remercier avec sa main droite, qui lui sert à accélérer. Les motos ont généralement un frein moteur assez puissant, et en lâchant l'accélérateur, il pourrait ralentir brutalement et je risquerais de le percuter. Alors pour me remercier, il utilise son pied droit, qui lui sert normalement à freiner la roue arrière, mais dont il n'a pas besoin immédiatement. Il ne s'agit pas d'un geste agressif, au contraire. Réponse A. Lorsqu'il circule, un véhicule électrique pollue moins qu'un véhicule essence. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il est plutôt adapté à des trajets longs. Réponse C. Courts. Réponse D. Lorsqu'il circule, un véhicule électrique ne rejette aucune pollution liée à son moteur. On ne peut pas en dire autant des véhicules à moteur thermique, essence ou diesel. Cependant, son autonomie limitée et le temps de recharge relativement long n'en fait pas pour l'instant le véhicule idéal pour tous les trajets. Il est parfait pour les trajets courts, notamment en ville, mais il n'est pas adapté aux longs trajets. Réponse A et D. À l'arrêt, je continue à surveiller les rétroviseurs. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux consulter mon téléphone. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque je suis en circulation, même si celle-ci est lente ou arrêtée, je reste vigilant et je continue à surveiller mes rétroviseurs pour analyser la situation derrière moi et sur les côtés. Donc interdiction d'utiliser son téléphone pour appeler ou consulter mes messages. C'est très dangereux, et je peux être verbalisé si je ne respecte pas cette interdiction, même à l'arrêt dans un embouteillage ou à un feu rouge. Réponse A et D. En écoutant la radio dans ce tunnel, je pourrais être informé. En cas de bouchon, réponse A. En cas d'évacuation, réponse B. Je devrais écouter une station précise. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. De plus en plus de tunnels sont équipés de moyens d'information en cas d'incident, d'incendie ou d'accident. Parmi ces équipements, on trouve des panneaux à messages variables, des haut-parleurs ou encore des messages diffusés par la radio. Aucune station n'est imposée. Si besoin, c'est la station de radio du tunnel qui prendra le dessus sur toutes les autres. En cas de ralentissement, d'accident ou d'incident tel qu'un incendie, je pourrai alors être prévenu en temps réel, et des instructions pourront m'être données sur la conduite à tenir, patienter, ou évacuer le tunnel par exemple. Réponse A, B et D.
Je vais utiliser une voiture que je ne connais pas. Avant de partir, je vérifie. La bonne pression apparente des pneus, oui. Réponse A, non. Réponse B. Le niveau, de liquide de freinage, réponse C. De lave-glace, réponse D. Je ne peux pas présumer du bon état ou du bon entretien d'une voiture que je ne connais pas. Avant de partir, je vérifie le bon état des pneus ainsi que leur bonne pression apparente, à défaut de pouvoir la contrôler précisément. J'ouvre le capot moteur pour vérifier les niveaux, liquide de frein, lave-glace, très important dans certaines conditions, liquide de refroidissement, huile, et autres liquides selon les modèles. Je vérifie l'absence de fuite sous le moteur ainsi que l'état des feux. Je vérifie également la présence d'un gilet haute visibilité et d'un triangle de présignalisation puisqu'ils sont obligatoires. Sans oublier de vérifier les documents, assurance et contrôle technique si besoin. L'éthylotest n'est plus obligatoire, mais recommandé. Cela prend 2 minutes en tout, et peut m'éviter bien des tracas. Réponse A, C et D. La pression des pneus se vérifie de préférence. À chaud, réponse A. À froid, réponse B. La pression des pneus se vérifie d'après la valeur prévue par le constructeur de la voiture. On peut la trouver dans la portière ou dans la trappe à essence, ou tout simplement dans la notice du véhicule. Cette valeur est donnée pour une vérification de la pression alors que le pneu est froid, donc s'il n'a pas roulé plus de 2 ou 3 km, et que la voiture n'était pas stationnée en plein soleil. Si par nécessité, je suis obligé de vérifier la pression alors que les pneus sont chauds, j'ajoute 300 grammes, 0,3 bar, à la pression recommandée. Réponse B. Le bris de glace est couvert par l'assurance si je suis assuré. Responsabilité civile uniquement oui. Réponse A, non. Réponse B, dommage, tous accidents, oui. Réponse C, non. Non. Réponse D. La responsabilité civile est l'assurance minimum obligatoire. À ce titre, elle ne couvre rien d'autre que les dégâts occasionnés aux autres. Donc un simple bris de glace, sans tiers identifié qui en serait responsable, n'est pas couvert, sauf si j'ai souscrit cette option ou encore si je suis assuré dommage tous accidents. Attention, un pare-brise à remplacer peut coûter plus de 1 000 €. Réponse B et C. La ligne de dissuasion m'autorise à me rabattre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une chaussée à sens unique, comme l'indique la ligne continue à gauche. Une ligne de dissuasion sépare la voie dans laquelle je circule de la voie de droite. À quoi sert-elle ? Elle interdit aux usagers qui circulent dans la voie de gauche de prendre la sortie. En revanche, elle autorise un simple rabattement dans la voie de droite. Réponse
Surveiller régulièrement ses rétroviseurs limite le risque d'être surpris par un usager dans l'angle mort. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dispense de regarder directement les angles morts. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si je surveille régulièrement les rétroviseurs, il y a moins de risques que je sois surpris par un usager se trouvant dans l'angle mort, c'est-à-dire à côté de moi. En effet, je l'aurais vu arriver puis disparaître dans l'angle mort, avant de le voir réapparaître devant moi. Cependant, malgré cette précaution, il est préférable de jeter un œil systématiquement dans l'angle mort lorsque je change de voie ou de direction, en tournant la tête. Surtout que dans certains cas, je ne peux pas être certain qu'il n'y a personne. Il ne faut pas oublier que lors d'un accident avec un usager se trouvant l'angle mort, l'explication donnée est toujours la même, je ne l'avais pas vu, je pensais qu'il n'y avait personne. Réponse A et D. Il n'y a pas de raison que je m'arrête. Réponse A. Il y a une bonne raison pour que je m'arrête. Réponse B. Il y a deux bonnes raisons pour que je m'arrête. Réponse C. Il y a deux bonnes raisons de m'arrêter dans cette situation. D'une part, le bus, qui quitte son arrêt comme l'indique son clignotant à gauche. Je dois le laisser passer. D'autre part, le piéton qui arrive de gauche, cela ne fait aucun doute, il semble bien décidé à traverser, même si ce n'est pas l'endroit idéal. Mais je ne dois pas le mettre en danger. Réponse C. Cette clé permet de déverrouiller à distance toutes les portes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le coffre uniquement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Comme on peut le voir, cette clé, désormais assez commune, dispose de trois fonctions. Elle peut déverrouiller toutes les portières ainsi que le coffre, donc toute la voiture, à l'inverse, verrouiller toutes les portières ainsi que le coffre, ou encore déverrouiller le coffre uniquement, et entraîner une ouverture partielle ou totale du haillon, selon les modèles. Cette fonction ne déverrouille alors aucune portière. Réponse A et C. Ce camion circule très lentement. La signalisation autorise son dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce camion circule lentement. En restant derrière lui, je m'expose à un usager qui arriverait trop vite derrière moi et qui, surpris, réagirait trop tard. D'autant plus que la route est sinueuse. Étant donné que la ligne de gauche est continue, je peux en déduire que je circule sur une chaussée à sens unique. Le dépassement est donc autorisé. Je peux donc dépasser ce camion, à condition d'adopter une prudence maximum puisque je ne connais pas la raison de son allure lente. Réponse A. Pour éteindre des vêtements en feu sur une personne, j'utilise de préférence de l'eau. Réponse A. Une couverture. Réponse B. Un extincteur. Réponse C. Deux choses à ne jamais faire pour éteindre les vêtements en feu sur une personne, utiliser de l'eau ou un extincteur. En effet, l'eau et l'extincteur risquent de contaminer les plaies occasionnées par les flammes sur la peau. Sans compter que l'eau peut s'avérer dangereuse s'il y a un liquide inflammable à proximité, elle risque de propager l'incendie. La meilleure solution est d'utiliser une couverture, qui étouffera instantanément les flammes. Réponse B. En mettant le pied au-dessus du frein, mon temps de réaction sera plus rapide. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Face à une situation inattendue, il me faut environ 1 seconde pour réagir. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction. Mais si je me suis préparé à cette situation, c'est-à-dire que j'ai anticipé et que mon pied se trouve déjà au-dessus de la pédale de frein, mon temps de réaction sera négligeable, l'action sera beaucoup plus rapide, elle interviendra en une fraction de seconde. Réponse.